Dominique Züger, je suis le fondateur et directeur de Greener en Suisse. Nous sommes représentants de ce produit en Suisse. C'est notre premier webinaire en français. C'est génial, on a plus que 30 personnes inscrites sur ce webinaire. Merci beaucoup. Ça me semble, il y a eu des super spreaders qui ont distribué cette information dans ses amis. Merci beaucoup pour ça. De toute façon, je suis aussi très heureux que chez Jonathan Gros, fondateur et directeur de notre partenaire régional GAO Construction du Bois, situé à Cugy, canton de Vaud. Merci. Il va faire tout pour éviter que le problème de ce webinaire, c'est ma langue française. Merci, Jonathan, déjà maintenant. Bon, si vous êtes vacciné, testé ou pas, ça ne m'intéresse pas du tout, mais je vais essayer vraiment de vous vacciner avec KSF. KSF, en allemand, Greener Schraubfundament. C'est mon but. Si nous devrons expliquer à des personnes qui ne connaissent pas les vis de fondation, on a élaboré un petit elevator pitch. Alors, pendant l'ascenseur, on parle des mots et parce que je suis assez nerveux, maintenant, je vais lire ces mots. Les fondations à vis sont des corps de déplacement galvanisés qui compactent le sol lorsqu'ils sont vissés. De cette façon, une fondation immédiatement chargeable peut être créée avec peu de matériel, en peu de temps et sans béton ni excavation. De la signalisation routière aux maisons, aussi pour l'autoconstruction. La démontage permet une déconstruction sans résidu, même après 30, 40, 50 ans. Dans le cadre d'une économie circulaire, les fondations de vis Greener sont révolutionnaires. Alors, de nouveau, c'était trop long, trop compliqué. Je me permettrai de demander Sylvain de laisser rouler le vidéo pour, avec des images, donner une impression, ce qui est possible avec notre système de construction sans béton. Merci. Alors, de quoi allons-nous parler pendant les prochaines 60 minutes? En base des 5 séquences des vidéos, on va expliquer ou essayer d'expliquer un petit peu le processus, comment on peut faire des constructions, des fondations avec les vis sans béton. Toutes ces vidéos, vous recevrez comme aussi tout le webinaire complet dans la forme digitale après le webinaire. Ça veut dire que vous ne devrez pas annoter trop de choses, ça va être disponibilisé à vous. Toutes les questions pendant notre webinaire, vous pouvez écrire directement dans le chat. Nous sommes très heureux de recevoir vos questions et on va sélectionner quelques-uns pour les répondre au fin du webinaire. Merci pour ces questions. L'objectif de cet webinaire pour moi, c'est essayer d'expliquer les différentes applications de services, mais aussi vous donner des indications concrètes pour vos projets, de la manière que vous reconnaître où est-ce que ce sont des avantages peut-être si vous avez un projet, et voir comment vous pouvez intégrer notre produit dans ces projets. Mais aussi faire la base, y mettre la base pour une collaboration digne de confiance. C'est un aspect personnel de moi. Je pense qu'il faut travailler et utiliser l'intelligence pour travailler ensemble d'une forme, collaborative, on pourrait dire peut-être. Alors, on va commencer avec une petite vidéo révérend, comment se dit en France, je pense, demande de client. Oui, c'est ça. Merci.
Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Dominique pour son invitation. Ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce matin pour pouvoir partager mon expérience sur les vices de fondation. Je pense, et je suis même certain que la majorité d'entre vous aura ou peut-être a même en ce moment un projet susceptible d'utiliser les vices de fondation. Pour avoir une première prise de contact simple et rapide, petit concept qu'on va retrouver plusieurs fois dans ce webinaire. Un premier réflexe, vous pouvez appeler directement soit un numéro de téléphone inscrit ou envoyer un mail sur info@criner. De là, il va y avoir un peu deux possibilités. Soit votre projet est assez simple, du coup, vous pouvez soit le réaliser vous-même ou peut-être avec l'aide d'un de nos partenaires régionaux disséminés dans toute la Suisse. Ou alors, votre projet est un peu plus grand et nécessite un peu d'ingénierie. À ce moment-là, l'entreprise Criner est capable de vous fournir un service intégral de A à Z, c'est-à-dire de la conception jusqu'à la libération des fondations, donc à la validation de celles-ci. Ce qui est important de prendre en compte dès la demande, c'est les données qui sont disponibles. C'est-à-dire que plus vous pourrez nous fournir d'informations sur votre projet, plus il sera facile pour nous d'élaborer une offre précise. Tout ce qui peut être photo, éventuellement plan de mise à l'enquête. Si vous avez des informations sur les descentes de charge, c'est vraiment l'idéal. Dans un cas contraire, on est tout à fait capable d'estimer les descentes de charge et de pouvoir vous rendre quand même une offre qui va tenir la route. Une fois que ces données auront été rassemblées, pour pouvoir établir une offre, nous allons élaborer un concept de fondation. C'est-à-dire que nous allons essayer de réunir tous les facteurs d'influence, les descentes de charge en priorité, et de pouvoir aussi calculer le nombre de vis avec forcément des distances minimales entre chaque vis, la répartition des charges, si jamais il y a des charges qui doivent être réparties sur plusieurs types de fondations. Bien sûr, l'analyse des risques. Donc, l'analyse des risques, ça regroupe tout ce qui peut être obstacle à la fondation, conduite, canalisation, peut-être des sols de moins bonne qualité, durs ou trop mous. Bien sûr, on va aussi devoir faire attention aux compensations de niveau, donc avec éventuellement des reprises de charge horizontales, ou bien sûr à l'accès au site, avec quelle machine est-ce qu'on va pouvoir travailler. Les offres sont basées sur un système modulaire, c'est-à-dire qu'elles vont être décrites de manière très claire et très transparente. On profite un peu de cette introduction sur les offres pour parler un peu de la philosophie de l'entreprise Criner qui est vraiment axée sur cette transparence et sur la possibilité de pas d'avoir des frais qui sont très clairs, de ne pas avoir de frais cachés ou de choses qui pourraient induire en erreur. C'est vraiment une philosophie qui va suivre le processus jusqu'à la libération de la fondation. C'est important d'en parler avec vous maintenant. C'est en collaboration avec le maître de l'ouvrage ou l'architecte ou l'ingénieur qu'on pourra avoir un système constructif, on va dire, pertinent. Donc, le module numéro 1, analyse du terrain, on aura le temps après d'en discuter un petit peu plus. Ça regroupe donc tout ce qui est analyse du terrain et tests préliminaires. Le corps de l'offre, construction et travaux de fondation. Donc, bien sûr, ici, on inclut tous les points de charge avec leurs reprises de charge respectives. On peut avoir différentes reprises de charge suivant les fondations. On a aussi ajouté le module construction. On va parler à ce niveau-là de tout ce qui peut être superstructure, interface. On aura aussi le temps d'en revenir tout à l'heure. Mais ça peut aussi être les carottages dans l'asphalte pour certaines installations. Planification, j'insiste un petit peu sur la planification donc spécialisée. Elle concerne vraiment la planification et l'ingénierie sur les vis de fondation. Donc, on va pouvoir planifier une reprise de charge et non pas une descente de charge. On ne va pas faire la planification complète d'un ouvrage. Je tiens à être assez clair là-dessus. Le projet de fondation, comme on l'a vu avant, donc c'est quelque chose qui est gratuit. Après, on peut rajouter un peu des éléments à ce module numéro 3 avec des évaluations, éventuellement des évaluations finales en fin de chantier pour pouvoir garantir la reprise de charge.
Modèle numéro 4, très important dans son facteur, on va dire peut-être un peu plus écologique. On voit sur ces photos, par exemple, la photo du haut, c'est la fête de lutte qui avait eu lieu à Estavayer. Les gradins étaient construits sur les fondations crinaires, donc c'était quelque chose de très temporaire. On voit que le démontage permet de rendre un terrain en état parfait, il n'y a aucun résidu, il n'y a rien à recycler. Les vis de fondation peuvent être reprises et réutilisées. C'est là qu'on peut voir aussi l'aspect coût, c'est-à-dire que la reprise des vis correspond aux frais de démontage, ce qui rend les coûts finalement de désinstallation se limitent à l'installation de chantier. C'est tous les frais que cela peut engendrer. Confirmation de commande, ça va regrouper toutes les conditions de montage. On va passer rapidement les méthodes de construction en conformité à toutes les normes SIA. Il y a un petit peu d'informations aussi sur l'accessibilité par rapport aux dimensions des machines. Mais la chose à retenir dans ces confirmations, c'est vraiment, avant le début du chantier, de pouvoir clarifier tout ce qui est technique dans les sols, conduite, canalisation, de pouvoir éventuellement identifier aussi les obstacles, peut-être un drainage près d'une façade ou ce genre de choses. Ça peut vraiment amener une sérénité dans la réalisation de l'ouvrage, d'avoir déjà tout pu tirer au clair avant de commencer. On va faire un tout petit peu de prédimensionnement avec un tableau des charges. Tableau de charges qui va vous être fourni à la fin de ce webinaire que vous pourrez utiliser. Je vais essayer d'être assez clair avec tout ça. Moi, je vois pas bien le tableau sur mon écran, donc je vais un peu vous donner des informations sur les lignes et ce qu'on peut faire. On va prendre comme exemple une terrasse avec des descentes de charge à 25 kN. On a comme information que la terrasse doit être surélevée, certainement pour des aspects de ventilation, de 30 cm hors du sol. Si on prend la colonne immédiatement des descentes de charge, on va aller chercher à 25 kN. On se rend compte que là, on pourrait utiliser une vis d'1,30 m. On doit sortir de 30 cm, donc il faudrait utiliser plutôt une vis de 1600 qui permettrait de reprendre la charge. Cette vis de 1600, si on la redescend sur le facteur des 1300, donc elle pourra reprendre que 25 kN. Donc c'est la charge minimale. On n'a aucun facteur de sécurité. Mieux vaut alors dimensionner sur une vis un peu plus forte. C'est des vis type 89 en ligne 36, sauf erreur, qui sont à 41 kN. Et on voit que la dimension inférieure, donc la vis d'1,30 m, peut, elle, reprendre 30 kN. Là, on a un facteur de sécurité suffisant. Tout ça pour vous dire que finalement, le surdimensionnement de la vis n'est pas très cher. La différence de prix qu'il peut y avoir entre une vis d'1,30 m ou une vis d'1,60 m, elle est de l'ordre d'une vingtaine, trentaine de francs. Ça reste du tube galvanisé qui va rallonger. Donc, ne jamais hésiter, déjà lors de l'élaboration d'un projet, à surdimensionner un peu la reprise de charge des fondations. On va aussi parler un petit peu de quoi est-ce qu'il faut tenir compte lors d'un appel d'offres. Lors d'un appel d'offres, déjà, on a ce petit guide pratique qui vous sera aussi fourni, qui vous explique très rapidement quelques points un peu essentiels. Donc, vraiment, nos recommandations orientées exigences plutôt que matériaux. C'est beaucoup plus simple de dimensionner un projet avec des reprises de charge qu'avec des longueurs de vis. Finalement, les longueurs de vis, à ce stade du projet, donc de l'appel d'offres, vous n'avez peut-être pas toutes les informations sur le terrain. Donc, vous prenez un risque finalement en donnant une longueur de vis, le risque que la vis que vous avez prédimensionnée ne fonctionne pas. Par contre, en donnant une descente de charge, c'est à ce moment-là qu'on sera la personne qui remplira l'appel d'offres devra elle-même prendre la responsabilité de vous garantir cette reprise de charge, ce qui permet d'être efficace au niveau de l'offre et puis avoir des prix qui sont justes. Il y a aussi des notions de traçabilité. Donc, les vis screeners sont traçables de A à Z, de la première soudure jusqu'à leurs installations. Les processus d'installation, quelle machine utiliser, si vous avez déjà ce genre d'informations, aussi peut-être avec les accès. Les précisions, les tolérances, on aura le temps aussi d'en revenir un petit peu après, X, Y et Z, et les éventuelles interfaces. On va passer maintenant à une petite vidéo sur la planification.
Voilà, donc c'était en fait la vidéo sur les tests préliminaires. On va pouvoir un petit peu plus détailler ce qui va se passer, est-ce qu'on va chercher à trouver lors de ces tests. Il y a déjà une première possibilité, comme on l'a expliqué avant avec le prédimensionnement, c'est que les infos sur les terrains et puis sur le projet, si c'est un projet de peut-être plus petite envergure, et que les infos sont suffisantes, il n'est pas nécessaire d'effectuer des tests. On peut arriver sur le chantier avec déjà des vis un petit peu plus longues, un petit peu plus courtes, et puis s'adapter pour avoir le couple nécessaire. Donc, ça, on peut peut-être aussi prendre le temps d'expliquer le rapport entre le couple qui va être mis dans la vis pour l'insertion et la reprise de charge est vraiment direct. Donc, ça permet de dire que si tout d'un coup le couple n'est pas suffisant lors de l'insertion de la première vis, on peut remplacer et mettre une vis un peu plus longue. Ça permet aussi d'optimiser un peu en se disant le terrain est très bon, donc on peut utiliser des vis un petit peu plus courtes. Donc, pas forcément nécessaire de faire des tests. Par contre, sur on va dire les vecteurs d'analyse pour effectuer les tests, on va quand même prendre en compte la taille du projet. Un projet de plus grande envergure nécessitera certainement des tests parce qu'il y aura des charges qui sont un peu plus grandes. Ça permet aussi, en effectuant des tests, de résoudre un peu ce problème du sous-sol qui reste finalement un peu une boîte noire où on n'a pas vraiment toutes les infos, un peu un facteur de stress dans la construction. Avant de pouvoir sortir des fondations, on a toujours un peu le doute sur ce qu'on va trouver. Le fait de pouvoir effectuer ces tests va donner un grand nombre d'informations et de justement limiter un peu tout ce stress que cette intervention peut procurer. Des tests de vissage ne sont pas forcément nécessaires de le faire avec des grosses machines. C'est tout à fait possible de le faire déjà avec la petite machine portative KR20. Donc là, on parle vraiment de tests uniquement d'insertion de vis. Ça permet quand même déjà d'avoir une bonne information sur l'homogénéité du sol, que ce soit vertical ou horizontal, en effectuant des tests sur un peu l'ensemble du terrain ciblé. Vraiment, l'objectif de tous ces tests, c'est de pouvoir identifier la typologie du sol. Est-ce qu'il y a différentes couches, plus dures, plus molles? Quel type de vis est-ce que je vais pouvoir utiliser? Donc, vraiment, avec un test très simple sur une demi-journée, avec quelques insertions de vis, on peut déjà avoir un grand nombre d'informations. Après, il y a la possibilité de faire des tests de charge sélectifs. Donc, des tests de charge, on peut bien sûr faire des tests en compression, aussi des tests en traction, possibilité de faire des tests horizontaux ou en moment de charge. Donc, on peut vraiment avoir toute une batterie de tests. L'important dans ces tests, c'est vraiment qu'ils soient sélectifs. C'est-à-dire qu'on va tester uniquement les vis qui ont le plus mauvais couple, qui sont théoriquement les plus mauvaises. Donc, on imagine la pire situation, on va tester ces vis. Ça permet d'avoir un facteur de contrôle assez proche de 1 et de limiter le nombre de tests. On est rapide et précis en utilisant cette méthode et ça permet d'optimiser réellement les matériaux qu'on va devoir mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter le terrain. Si la première partie du terrain est un peu plus molle, on va utiliser des vis un petit peu plus longues et de se dire, OK, on va remonter sur le terrain. Là, ça va devenir un petit peu plus dur. On va pouvoir diminuer les vis au fur et à mesure qu'on remonte dans le terrain. Il y a la possibilité maintenant d'effectuer des tests de compression jusqu'à 200 kN. Donc, de vraiment avoir un test à l'échelle réelle jusqu'à 200 kN. Toutes les données qui vont être testées vont être intégrées, envoyées dans un cloud pour pouvoir être analysées par la suite. Le but de tout ça, pour l'instant, c'est une analyse faite par un ingénieur, mais le but, ça serait avec le nombre de tests, la masse de tests à disposition, de pouvoir programmer un peu une intelligence artificielle pour pouvoir raccourcir la durée des tests, et pouvoir être encore plus efficace et donc réduire les coûts de tests et de clarification du sous-sol. À la fin de ces tests, on vous fournit un rapport, bien sûr, avec toutes les explications nécessaires, les emplacements où les tests ont été faits. Le plus important, bien sûr, c'est la conclusion. Savoir déjà, dans un premier lieu, est-ce que oui ou non, les vis de fondation sont adaptées au projet et que le terrain s'y prête bien. Normalement, toutes les informations nécessaires se retrouvent après dans ce rapport. On voit aussi sur notre slide, sur la droite, les séries V. Il y a quelque chose d'intéressant avec ces séries, c'est que ce sont des vis prolongeables. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le rapport entre le couple et la descente de charge est direct. C'est-à-dire qu'avec ce système-là, on peut définir un couple minimum et prolonger la vis jusqu'à l'atteindre.
Ça peut éviter, dans certains cas, de devoir justement faire ces tests et ces rapports. Donc, si dans un projet avec des délais beaucoup plus courts, on peut venir sans faire de test et immédiatement installer ces vis. Bien sûr que là, ça va être un petit peu plus difficile de chiffrer, donc on va estimer la longueur des vis, mais de nouveau, dans un souci de transparence, mettre le prix au mètre linéaire de vis à insérer supplémentaire, et puis bien sûr que lors de l'insertion, si on voit qu'on est complètement faux puis qu'on doit rajouter 2 mètres par vis, eh ben, prendre rapidement contact. Voilà, je vais laisser la parole à Dominique pour la suite, pour la durabilité des fondations. Bon, quelle est la durabilité des vis de fondation? Une question assez complexe que je vais essayer de vous répondre dans quelques mots. En principe, vous avez 3 facteurs principaux. C'est la corrosivité du sol, et l'épaisseur de votre vis et la galvanisation. Ça veut dire que dans la base d'une assumption d'une corrosivité moyenne du terrain, avec l'exigence du DIBT en allemand, qui dit que pour des maisons installées fixes, il faudrait garantir une durée de vie de plus que 100 ans. On arriverait en base des études que vous voyez à la gauche, Gutachten d'un professeur allemand, on arrive que les vis de fondation doivent avoir une épaisseur minimum de 5 mm. C'est par exemple la série V114 que mon collègue Jonathan il a expliqué il fait 2 minutes. Et la galvanisation est aussi un petit peu différente comparé avec les produits normaux qui est normalement à 70 micros. C'est une galvanisation plus que 100 microns. Et le produit, il y a encore des autres détails, par exemple une pointe Hardox qui est plus résistante dans le moment qu'on va visser la vis dedans. Alors, ça veut dire qu'en principe, le professeur, il a éliminé l'aspect de la galvanisation et seulement en base de l'épaisseur avec une assumption d'une terre de moyenne corrosivité, avec des facteurs tout considérés, il est arrivé au point qu'avec l'épaisseur de 5 mm, avec l'acier de la qualité définie qu'on utilise chez les vis Criner, on peut garantir après 100 ans que l'épaisseur de cette vis elle va avoir encore plus qu'environ 3,6 mm. Ça veut dire qu'elle peut encore garantir de recevoir la charge comme elle a reçu au début. Bon, c'est assez complexe. J'ai essayé de expliquer que, en principe, les vis de série V peuvent être utilisées pour des installations de plus que 100 ans, en fonction de la corrosivité du terrain, c'est clair. Bon, mais quel est l'objectif, ou peut-être aussi la vision? C'est une durée de vie illimitée. Peut-être, vous pouvez s'imaginer que vous avez des installations de protection anti-érosion. Là, il aurait 200 vis avec un système de surface qui protège l'érosion. Et ce système de construction doit être maintenu pendant 200, 300, 400 ans. C'est un petit peu fou, mais pour s'imaginer, alors comment on peut garantir que la vie utile est illimitée pour les vis? En base des 3 aspects, on peut s'imaginer que ça fonctionne. Premier point, il faut avoir une manière de contrôle d'intégrité de chaque vis. Et comme notre vis elle est ouverte, on peut insérer des sensors pour mesurer, pour filmer, pour mesurer des différents types physiques d'analyse. Comme ça, on peut détecter si la vis elle est encore intégrale. L'autre aspect, est-ce que la vis peut encore recevoir la charge ou peut-être comme la route en haut de cette talus, elle a changé, on n'a plus de vis, plus de charge, excusez-moi. Il faut avoir la possibilité de prouver, de contrôler la capacité des vis si eux, ils peuvent encore recevoir ces charges. Et avec les vis, on peut faire des tests des charges non destructives pour vérifier ça. Et dans le cas, si vous avez besoin de remplacer certains vis pour cause qu'ils n'ont plus la capacité nécessaire de ce projet ou que l'intégrité il est affectuée peut-être pour 2% de corrosivité, vous pouvez remplacer des vis. Et comme ça, c'est l'idée, l'éléphant, on pourrait dire, d'avoir des fondations sans limite de durée d'installation. C'est un grand éléphant, assez complexe. Toujours la question comment on va manger l'éléphant. Bon, il faut le couper dans les petites morceaux.
je pense, mention français, il commençait à manger. Je maintenant passe de nouveau la parole à Jonathan. Voilà, je reviens pour vous parler un peu des diverses applications possibles avec les vis de fondation. On va prendre un peu la question dans l'autre sens. On va plutôt essayer de dire qu'est-ce qui n'est pas possible de faire avec les vis de fondation. On voit là, pas de vis de fondation possible au-delà de 15 mètres, c'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt qu'on arrive à la limite un petit peu du concept de simple et rapide au-delà de 15 mètres. Il y a des notions peut-être de fluage ou aussi de difficulté à passer les couches. Donc, ça reste quand même un peu une limite, 15 mètres, mais en investissant un peu plus de temps, on y arrive aussi. Bien sûr, tout ce qui est obstacle à l'insertion, il y a toujours la possibilité d'avoir des pré-perforations, mais certains obstacles empêchent l'insertion des vis de fondation. On voit sur les photos qui sont à gauche un peu toutes les possibilités, on va dire, un peu plus spécifiques. Donc, protection des racines, quand on insère des vis dans justement des forêts, on voit sur cette passerelle avec des gros connecteurs, on en viendra aussi après. Éventuellement aussi les installations sur des revêtements asphaltés, donc la possibilité de carotter et d'insérer la vis dans ce trou, et après de remettre un asphalte froid pour rendre la surface immédiatement propre et puis et praticable. Insérer des vis dans l'eau pour des pontons, ça c'est déjà fait, ça fonctionne extrêmement bien. Il y a une photo qui est très intéressante sur ce slide, c'est peut-être la photo avec l'intitulé « Conduite ». On voit là qu'il a fallu mettre à nu en fait toutes les conduites. Il y en a énormément qui passaient sur cet endroit. Mettre à nu toutes les conduites pour pouvoir insérer les vis exactement entre ces conduites. Je pense que sur ce projet-là, c'était l'unique solution, Criner. Ça aurait été impossible, ou alors éventuellement en creusant, en déplaçant toutes les conduites et en coulant un bloc béton. Mais pour moi, c'était vraiment la solution la plus efficace. On voit aussi sur la dernière photo, c'est un montage en montagne, donc dans des endroits difficiles. Ça peut limiter, par exemple, le nombre de rotations hélicoptères. On peut monter déjà toutes les vis rapidement, 3-4 rotations, garder le matériel. Après, avec la machine, on peut déjà travailler pendant plusieurs jours. Voilà, donc les applications sont, on va dire, presque illimitées. Notre imagination nous limite dans les diverses applications. On va passer une petite vidéo sur la planification et on s'en voit après. Alors, on va parler un petit peu de planification. Donc, en premier lieu, on va parler de la société ESB. C'est une société d'ingénierie spécialisée. Donc, c'est pas une société intégrée à l'entreprise Criner, mais vraiment spécialisée dans le système de vis de fondation et tous ces aspects techniques. Aussi dans l'élaboration des diverses interfaces et connecteurs. Donc, parlons un peu de ces diverses interfaces. Il est possible de coupler les vis ou d'utiliser, de faire fabriquer sur mesure divers connecteurs pour pouvoir s'adapter à des éléments existants. On voit sur les photos qui sont sur votre gauche une charpente, donc certainement une halle en bois. Les connecteurs ont été créés de manière à pouvoir, on va dire, compenser les tolérances d'installation des vis de fondation. On parlera un peu de ces tolérances tout à l'heure, mais c'est-à-dire que tous les connecteurs ont été conçus pour pouvoir être vraiment posés au millimètre, ajustés parfaitement, que ce soit en hauteur ou sur les axes X et Y. On voit aussi qu'il est possible d'avoir des connecteurs
pour pouvoir reprendre des charges horizontales sur la photo du bas à droite. Aussi des plaques de connexion qu'on utilise beaucoup pour les travaux avec les CFF ou le MOB aussi, pour pouvoir installer des signaux lumineux extrêmement rapidement. On a aussi la possibilité, on le voit un peu au niveau esthétique, après de rajouter encore des tôles de finition autour de ces éléments-là pour que finalement le socle il soit efficace et aussi joli. Une fois que tout aura été planifié, les connecteurs, les descentes de charge, tout est clair, on n'a plus qu'à aller sur le chantier pour installer les vis. On va forcément fournir un plan d'exécution. Ce plan d'exécution va regrouper un certain nombre d'informations qui vont pouvoir être utilisées aussi pour le contrôle. Donc, la numérotation des vis, chaque vis est numérotée, toutes les descentes de charge par vis, bien sûr, le type de vis estimé. On doit aussi pouvoir un peu, tout au long du chantier, adapter un peu les types de vis. Position et altitude, ça c'est clair, très important. Les éventuelles interfaces, on va aussi pouvoir ajouter la notion, le couple de vissage minimum requis pour pouvoir reprendre les charges. À savoir qu'on va pouvoir donner un couple minimum, mais que les opérateurs sur place, eux, sont tout à fait à même aussi d'interpréter les données de descente de charge pour pouvoir eux-mêmes juger si le couple est suffisant. Comment construire soi-même ces fondations? C'est tout à fait possible d'installer vous-même des fondations. On peut très bien utiliser une tige d'insertion manuelle. On va appeler ça, c'est une espèce de grand tournevis, jusqu'à des vis qui font jusqu'à 10 kN. J'ajouterais 10 kN et maximum 3 vis. Au-delà, ça fait un peu mal au bras. Je vous déconseille de prévoir une installation de terrasse uniquement avec la clé manuelle. Pour ça, on a plutôt les visseuses électriques qui peuvent insérer des vis qui reprennent des charges jusqu'à 30 kN. Ça, c'est le modèle un peu standard. Maintenant, on a à notre disposition des machines surdémultipliées, encore plus que les machines standards, qui peuvent insérer des vis avec la machine portative, donc KRE20, jusqu'à 80 kN. Donc, on peut vraiment, dans des accès très difficiles, on voit sur les photos, sur votre gauche, peut-être la passerelle dans les bois. Ça, c'est une réalisation qui a été faite en Suisse romande, dont j'ai participé. On avait à peu près 300 mètres à faire avec le matériel sur les épaules. Donc voilà, on peut créer des points de charge de 80 kN, même de des endroits très reculés. À savoir que grâce à ces possibilités qu'offrent les machines portatives, on a vraiment diverses applications. On a chaque jour des nouvelles applications qui arrivent pour nos vis de fondation. Je vais encore donner la parole un petit moment à Dominique pour vous expliquer un petit peu la durée des fondations. Alors, beaucoup de fois, dans le téléphone, les personnes nous demandent combien de temps dois-je prévoir pour l'installation de mes fondations. Je vais répondre ça en base des 4 photos. Alors là, vous voyez une signalisation à côté d'une ligne de fer SPB où on a mis 4 vis à peu près 2 heures. Comme Jonathan il a mentionné, on met une plaque acier galvanisé là-dessus, sur les 4 vis, pour après monter directement le mât. Alors, c'était 2 heures pour mettre des vis et la plaque. Et après, sans arrêt, sans espérer que le béton il sèche, vous pouvez déjà continuer et monter directement votre mât. Dans le cas d'une extension d'une maison, par exemple avec 12 vis, souvent on a ce travail dans des chardins existants. Dans un jour, on arrive, on met des vis, peut-être on met encore des aciers galvanisés, des poutrelles, et on évite aussi de creuser tout le jardin et toutes ces choses parce que normalement on fait ça avec des machines hydrauliques Schinja, je pense, en français, le dumper, où on entre dans le jardin sans détruire trop de choses et mettre les 12 vis dans un jour. Dans le cas d'une école quand même des 3 étages, comme vous voyez là à la droite, en bas, avec environ environ exactement 102 vis et avec les poutrelles qu'on a montées là-dessus, l'exécution a démarré environ 5 jours, tout inclus, pour vous disponibiliser après une plateforme très exacte pour commencer à mettre les modules ou les éléments pour faire le bâtiment. Bon.
Le délai, le temps d'exécution, c'est clair, c'est un facteur très important, c'est la disponibilité du matériel, surtout dans ce temps qu'on connaît maintenant. Nous, on a une stock considérable en Suisse qui nous permet de fournir le lendemain dans toute la Suisse, normalement, le matériel qui est besoin pour installer. Ça nous permet aussi que nos teams, nos équipes, ils arrivent le soir, ils peuvent chercher pour le lendemain avec le matériel adapté peut-être s'ils ont les premières vis déjà installées, et ça nous donne une grande agilité, une rapide réactivité pour des chantiers. Mais de toute façon, je voudrais bien prendre la possibilité maintenant de remercier vraiment à notre équipe de montage qui travaille avec des efforts énormes. Et c'est un petit peu on est fiers, on pourrait dire, que nous ne causons pas de retard de vos chantiers, de votre chronogramme, quand même, s'il y a des surprises, qu'il y a peut-être une roche qu'il faut percer avec le marteau Imloch, qu'il y a des choses imprévues. C'est un petit peu la fierté de notre personnel avec des efforts de ne pas retarder le projet. Merci, merci, merci beaucoup pour notre personnel. Bon, en anglais, on dit, si on cherche des personnes, get the right people on your bus. Alors, notre entreprise, c'est comme un bus, hein? Il y a encore d'espace pour y entrer, surtout avec aussi l'intérêt qu'on sent dans la Suisse Romandie. On a besoin des professionnels qui parlent mieux le français que moi. Alors, on cherche vraiment des Projektleiter, des personnes avec ce profil technique pour notre entreprise. Si vous connaissez quelqu'un, votre frère, un collègue, merci, merci, merci beaucoup de envoyer le CV. On est très ouvert pour prendre des personnes avec la langue française qui aident beaucoup pour nous. Bon, c'est tout pour l'instant. Je passe. Non, ça va être le vidéo de l'exécution qui va suivre maintenant. Merci pour l'attention. C'est mieux maintenant avec le microphone. Bon, si on parle de l'exécution, c'est toujours, on parle aussi de développement. Alors, si vous voyez les photos là en haut, la machine rouge, c'était la première machine à visser en Suisse. En bas, c'est une excavatrice Yanmar assez vieux. Comme mon beau-père, il m'a aidé de développer cette machine. En bas, vous voyez l'excavatrice actuelle avec la machine KB 250 qui permettent de mettre des vis verticales. Il y a une correction de la verticalité automatisée. Et cette machine, ce qui est assez intéressant aussi, permet de percer les roches avec des marteaux Imloch-Bohrer, avec un compresseur. Alors, c'est le point aussi en Suisse très important. Si vous avez 100 vis, si vous arrivez de planter 90, et la dernière, il y a une roche, une sorte de béton ou quelque chose, c'est pas trop bien. C'est pour ça que nos équipements, ils peuvent changer l'outil dans quelques minutes. Et avec le compresseur, on préperce la roche pour planter après les vis dedans avec des granules concassés. Alors, ça reste sèche, ça reste possible de désinstaller. Et il n'y a pas rien du tout dans le terrain qui va rester une fois que vous irez démonter ces vis.
quand même avec le système de pré-percement. Mais ce que je voulais mentionner aussi dans cette slide, c'est un petit peu le développement de techniques et aussi de notre gamme de produits. Vous pouvez s'imaginer pour les applications agrosolaires, mais surtout aussi ça, c'est pour les solar carports. Si vous avez des surfaces asphaltées et vous voulez mettre des photovoltaïques là-dessus, vous voulez éviter qu'il y a trop de poteaux, trop de mâts. Alors, vous créez des mâts, des fondations qui peuvent recevoir jusqu'à 130 kN, c'est la version actuelle à peu près, de moment. Et ça permet vraiment de construire très vite sans couper tout l'asphalte, sans peut-être aussi arrêter avec le trafic sur cette parking. Et ce sont des développements qui se basent sur des diamètres, par exemple, de 400 mm avec une forme très spéciale qui est ouverte en bas où un part du matériel entre dans la vis. Il y a encore plusieurs aspects techniques très intéressants, mais c'est un développement assez intéressant qu'on va suivre aussi en Suisse. Mais en principe, chez une REF, peut-être on pourrait dire une REF, c'est une machine qui imprime 3D dans votre chantier les vis pour chaque situation. En base d'une granulée de matériel recyclé, peut-être. Hein. Bon, c'est fou, c'est une rêve, mais je pense qu'il y a beaucoup de points, beaucoup de choses aujourd'hui qu'il y a 20 ans que personne a pu s'imaginer que c'est possible. On va essayer. De toute façon, le développement aussi de l'exécution de notre système en principe, pris en compte les aspects sociopolitiques, surtout par exemple si vous voyez la discussion de CO2 footprint, l'économie recyclable que tout le monde dit, que la désinstallation sans laisser des restes dedans, des résidus. Alors, ce sont des aspects vraiment intéressants, importants pour la société, la société, je pense on dit. Et je suis convaincu que notre système de construire peut faire part d'un mouvement dans la direction d'une construction aussi responsable écologiquement. Je vais passer la parole à mon collègue Jonathan. Voilà, on va faire le tour un peu des différentes machines utilisables pour l'insertion des vis. Donc, on en a parlé avant, la machine KRE20, portative, environ 30 kg. On va pas revenir vraiment dessus. Les dumpers HNI, 1,4 tonnes. Donc, on va dire des éléments d'installation intermédiaire. Et la KRB, donc la pelle mécanique avec la tête KRB 250. Dominique l'a dit, c'est des machines qui sont capables de faire des pré-perforations, aussi d'installer de manière précise des vis de manière inclinée, ce qui peut permettre par exemple de faire des reprises de charge en traction, par exemple pour des haubanages. La machine aussi KRE peut être équipée d'une Smart Cap qui permet d'avoir une détection de couple. Les deux autres ont déjà une interface intégrée pour pouvoir faire la détection de couple. Alors, les tolérances d'installation. Donc, bien sûr, c'est important de prendre en considération ces tolérances d'installation le plus rapidement possible dès lors de la planification, ce qui permet justement de développer des interfaces qui ont des possibilités de réglage. Sur l'axe Z, on peut être très précis. Forcément que c'est les vis, on peut arrêter la rotation de la vis au bon moment. Quand même, faire un petit peu attention, le facteur d'inclinaison peut entrer en compte sur les vis qui ont des grandes plaques. C'est-à-dire que si la vis est un peu en biais, forcément que la plaque va être un peu en biais elle aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il faut prévoir d'utiliser la partie la plus haute de la vis et puis de garder une marge plutôt inférieure de quelques millimètres. Mais on peut garantir, une fois que la vis a été posée, en utilisant une interface avec des profilés métalliques, une mise à niveau de plus ou moins 2 mm sans problème. L'axe qui pose peut-être un peu plus de problème, c'est l'axe XY, plus ou moins 25 mm. Ça, les vis peuvent dévier. Il suffit de rencontrer un petit obstacle, un rocher ou plutôt un petit caillou plutôt qu'un rocher. Et la vis peut être déviée de plus ou moins 25 mm. Donc, prendre en compte aussi ce facteur-là dès le début du projet.
Et aussi faire attention des fois à ces imprécisions des profilés en acier. Mais ça, c'est plutôt notre responsabilité. La documentation directe, on en a parlé avant. Donc, chaque machine est équipée d'un détecteur qui va relever le couple. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec la SmartCap, celle qui est posée sur cette petite machine, on voit la photo, là, c'est le petit boîtier rouge sur le dessus de la machine. Elle est liée au direct avec un cloud, le Kriner Cloud, qui va pouvoir immédiatement répertorier toutes ces informations. Ça permet d'avoir une traçabilité complète du processus et de pouvoir vraiment utiliser toutes ces informations comme bon nous semble. Malgré tout, nos opérateurs sur place vont continuer à noter manuellement toutes ces informations, déjà pour être sûr de ne pas les perdre, mais aussi pour pouvoir, si tout d'un coup vous faites une visite sur le chantier, de pouvoir immédiatement vous dire oui, voyez, ces vis-là, elles fonctionnent bien, voilà les couples qu'on a relevés. Donc on a quand même un peu les deux facteurs de contrôle. Donc, on va prendre un peu de temps sur le sujet des libérations des fondations, donc les garanties qui peuvent vous être fournies. C'est encore une vision, mais comme pour reprendre un peu les citations à Dominique, je pense qu'on arrive sur la dernière tranche de l'éléphant, c'est-à-dire que de pouvoir vous fournir une garantie 5 minutes après la fin de l'installation, on touche vraiment au but. C'est quelque chose qui va être possible tout prochainement. C'est important pour nous de pouvoir vous donner toutes les garanties avec toutes les vérifications possibles, établir clairement la responsabilité, bien sûr. Donc, c'est sûr que pouvoir vous mesurer, vérifier, documenter et puis avoir une base tout à fait solide pour continuer la construction, c'est le principe même des vis de fondation. C'est là qu'on peut dire que la rapidité, donc la vélocité d'installation n'empêche pas la qualité et surtout d'être absolument certain de pouvoir continuer votre chantier dans de bonnes conditions. Alors, les vis de fondation peuvent-elles servir de mise à terre? C'est une question qui est souvent posée, c'est pour ça qu'on a décidé de l'intégrer un peu dans notre présentation. Alors, je peux vous répondre d'emblée, oui, les vis de fondation peuvent servir de mise à terre. Attention tout de même à respecter quelques petits détails. Donc, on l'a noté, minimum 1,30 m dans le sol. C'est rare qu'un projet qui nécessite une mise à terre n'ait pas des vis plus longues. Et imaginez bien qu'une vis de fondation qui descend jusqu'à 2 mètres dans le sol avec de la terre compactée, donc c'est le principe d'installation de la vis avec de la terre compactée tout le tour, peut très bien remplir son rôle de mise à terre. Toutefois, attention, réglementation cantonale différente. Et il est tout à fait possible de faire effectuer un test de mise à terre. Jusqu'à maintenant, 100% des tests qui ont été effectués ont été bons pour pouvoir garantir la mise à terre. Donc, aucun problème, vous pouvez utiliser les vis de fondation comme mise à terre. Je vais repasser la parole à Dominique pour 2-3 aspects un peu plus techniques. Bon, avec quels paramètres dois-je compter si je mets la charge sur nos vis? Pour répondre à ça, il y a 3 feuilles à la gauche. Les courbes qui sont gérées pendant qu'on fait les tests, les preuves avec notre software Kriner. La première, peut-être, vous connaissez, la courbe de fluage aussi connue dans le SI norm. Les autres, ils sont la visualisation de différents levels de chargement et déslocament de la vis pendant les tests. Bon, en principe, on peut simplifier qu'il y a 2 critères. Le premier critère, c'est le déplacement qui ne
devrait pas surpasser 1/10 du diamètre de notre vis. Par exemple, si vous avez 114 de diamètre avec 11,4 mm de déplacement, vous pouvez dire qu'elle n'a pas tenu la charge que vous avez voulu. C'est le deuxième aspect, c'est la courbe de fluage qui, surtout dans les terrains argileux, on pourrait dire, il faut les observer et pour ça, notre software, elle fait les courbes dans les différents niveaux de charge, comme vous voyez dans le slide en haut. Elle fait ça online. Comme ça, avec tout le laser, les équipements de mesurer, très modernes, on arrive de voir très vite si le déplacement, elle va arrêter, elle va se diminuer pour la vélocité, vraiment pour rester en haut de la courbe K equal 1. Et ça nous permet d'accélérer aussi le testing pour éviter qu'on perd une heure ou demi-heure dans un niveau où il n'y a pas un mouvement de la vis. Hein. Mais en principe, je peux vous aussi dire que c'est intéressant de voir notre team quand ils ont vissé une vis, ils ont la courbe, ils connaissent le terrain, ils connaissent un petit peu tout, et après, ils vont faire un test. Et le sport, c'est prévenir quel est le mouvement avec quelle charge. Ils sont assez bien déjà. Ça veut dire que avec l'intelligence humaine, on arrive déjà pour prévenir le comportement de la vis. Alors moi, je m'imagine avec plus de dates, plus d'intelligence artificielle, on va devenir encore plus exact, plus vite et enfin, on va avoir encore la possibilité d'améliorer cette version de prévenir, prédicter, je pense, on dit, peut-être, je pense que vous m'entendez, le comportement des vis. Alors, c'est une grande gamme aussi pour travailler, pour améliorer le software avec les algorithmes et tout ça. Ça va être très intéressant, à mon avis. On va voir peut-être dans 5 ans beaucoup plus de résultats. Oui. Pour finaliser peut-être la présentation, je vais vous enseigner rapidement quelques slides ou quelques photos, on devrait dire, des réalisations. Par exemple, la maison de retraite à Langenthal, qui était qui était restée pendant 2 ou 3 ans, pendant que le bâtiment principal était rénové. Comme on a aussi beaucoup dans les situations des écoles. Maintenant, on fait des plateformes vraiment prêtes pour poser des modules ou des éléments et on fait avec le module 4 de démontage, de reprise de matériel, tout inclus dans notre service. Une autre situation, c'est avec les photos pendant la nuit, la neige, l'hiver. Vous voyez là une ligne de fer avec une chariot, avec la excavatrice en haut. Alors là, on a installé pendant la nuit, pendant les 4-5 heures disponibles pour travailler, on a installé des vis dans des situations assez difficiles, aussi avec le prépercement dans les roches. Pendant la nuit, vous pouvez s'imaginer que c'est très important si vous n'avez pas beaucoup de temps, la logistique est difficile. Alors avec notre système de construire pour faire des fondations dans les infrastructures, soit-il autoroute ou ligne de fer, c'est assez intéressant. À la droite, vous voyez le mur anti-bruit à Reckringen, qui était un projet très exigeant de la manière que le sol, le terrain était très mauvais, très incliné à cette roue cantonale. Et pour recevoir la force de chaque pilier d'acier vertical qu'il y a pour faire le mur anti-bruit, en bas, il aurait 2 vis verticales en haut, 2 vis verticales un petit peu plus bas dans le terrain incliné et encore une vis horizontale qui va rentrer dans le sens de la route. Et les 5 vis, il était connecté par une construction métallique assez complexe, mais la construction était, je pense, 5-6 fois plus vite qu'une installation traditionnelle avec béton. Surtout aussi, on n'était pas obligé de faire une piste d'installation en bas. On a travaillé directement de la route cantonale. Il y a aussi les photos d'une chalet, d'une Berner Oberländer, d'une bernoise du Oberland, qui a décidé de mettre son chalet sur des vis. Vous voyez des vis là en face. Après, il a encore fait un petit peu plus joli la surface avec l'installation d'une terrasse où il a loué la machine électrique, il a planté des vis additionnelles pour mettre une terrasse autour de sa maison.
des petites maisons, tiny house, un mouvement que vous connaissez assez bien, je pense. Pour nous, souvent, c'est 1 ou 2 jours pour faire les fondations. Dans ces photos, vous voyez aussi dans des terrains inclinés où il y a une correction de l'auteur qui peuvent être faits directement avec les vis. Ça permet aussi, des architectes peuvent faire peut-être des aspects visuels un petit peu différenciés. C'est aussi une chance pour des vis de fondation. La dernière photo, c'est un exemple d'un abri de vélo on est devenu partenaire pour les installations de l'abri de vélo dans toute la Suisse. Alors, si un client il cherche des solutions systématiques nationales, on peut rendre le service avec one-stop shop, une personne qui coordonne ces choses. C'est un point aussi intéressant qu'on pense qu'il y a un avantage si vous pouvez minimiser les communications nécessaires et tout ça. Bon, c'était une petite impression. Je suis sûr que votre tête, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs projets que vous pensez, ah oui, la prochaine fois, je peux demander peut-être. Oui, merci de vous sentir, de vous se rendre vers nous avec vos questions, avec vos projets. Merci beaucoup. Pour le prochain page, ça va être encore vos questions. Oui, alors, merci Sylvain. Sylvain, il m'a passé 2 questions qui sont mises dans le webinaire. Comment peut-on protéger les arbres lors d'installation des vis de fondation? Alors, c'est une bonne question. Souvent, on sent maintenant qu'il y a des arbres, il y a des constructions à faire. Il faut protéger des arbres. Dans certaines villes, il y a des personnes responsables pour protéger des villes. Nous, on a la possibilité de faire une préperçage, préventif, on pourrait dire, avec une mèche de 40 mm encore plus fin. On va prépercer le sol. S'il y a une vibration, vous savez que vous avez touché une racine principale. Là, il faut arrêter, il faut désloquer un petit peu le point de notre vis, 20 cm, et planter la vis dans un secteur où il n'y a pas de racine principale pour vraiment pouvoir garantir que l'arbre ne serait pas affecté pour l'installation des vis. Souvent, c'est presque la unique solution pour faire des choses. Alors, si vous avez cette situation, oui, c'est bien de vraiment inclure les détections avant de mettre des vis pour protéger des racines. Pour la deuxième question, je vais passer la parole à Jonathan. Alors, la deuxième question, est-il possible d'utiliser les fondations à visser comme système hors gel? Oui, bien sûr, c'est possible d'utiliser les vis de fondation comme système hors gel, déjà du fait de leur grande longueur, mais aussi peut-être ce qu'il faut faire attention, c'est d'avoir le corps de la vis qui est fileté, donc qui va vraiment compacter le sol, doit être en dessous de cette limite hors gel. C'est intéressant comme question parce qu'on peut aussi partir sur cette base-là pour expliquer qu'on peut faire des fondations hors gel en béton en couplant les vis de fondation et en coulant du béton. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, pour la création d'un mur, on pourrait très bien descendre des vis creuses jusqu'au hors gel, environ, voilà, c'est un mur en béton assez gros, descendre avec des vis d'1,60 m creuses, et puis après couler le béton avec un ferraillage. Et là, c'est les vis qui rempliraient cette fonction de hors gel et de semelle. Ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est qu'on évite toutes les excavations, on limite aussi l'utilisation du béton, donc excavation, déplacement de terre, c'est tout un peu ces processus qui coûtent beaucoup d'argent. Donc oui, c'est une bonne possibilité d'utiliser les vis de fondation comme système hors gel. Voilà, j'en ai fini. Je laisserai encore une petite vidéo et le mot de la fin à Dominique.
Merci. On est arrivé au fin du webinaire. Merci pour votre attention. Il me reste de demander 3 choses à vous. Le premier, c'est rester lié avec l'ordinateur pour remplir pendant 1 minute le feedback qui va apparaître après mon dernier mot. Le deuxième point, je vous prie de rester infectieuse avec vos collègues, de parler si vous avez des collègues de notre système, peut-être aussi partager les vidéos que vous irez recevoir après le webinaire. Et le troisième point, c'est m'excuser mon français. Excusez-moi, mais je pense qu'il faut faire des efforts, apprendre peu à peu chaque fois. Et le reste, le dernier, c'est vraiment, je vous souhaite bonne santé et au revoir.